Bonjour à tous, bonjour Marie-Carline. Bonjour Jawad. Il est 17h30, nous sommes le vendredi 13 janvier, voici les titres. Première tempête hivernale dans le nord de la France cette nuit. Plusieurs départements placés en vigilance orange pour neige et verglas. Plus de 100 000 foyers toujours privés d'électricité. Aujourd'hui également, une première sortie dans l'espace pour Thomas Pesquet. Une mission délicate pour l'astronaute français qui devra remplacer certaines batteries de la station spatiale. Premier débat sans grande passion pour les 7 candidats de la primaire citoyenne. Le bilan du quinquennat Hollande au cœur des échanges. Un premier tour de chauffe jugé peu convaincant. Enfin, ce sera l'ultime épisode de notre feuilleton sur les objets vintage. Aujourd'hui, les collectionneurs des téléphones à cadran comme portables, retour vers le futur. À la une de l'actualité, un nom, Egon. C'est le nom de cette tempête qui a balayé le nord de la France. Le reste du pays n'est pas épargné. Dans les Alpes-Maritimes, une mère de famille est morte, victime de la chute d'un arbre. Le bilan de cette première tempête hivernale avec Mathilde Boutemi. C'est la première tempête de la saison. Des bourrasques de vent extrêmement violentes allant jusqu'à 150 km/h ont soufflé cette nuit sur la moitié nord du pays. Au plus fort de la tempête, près de 330 000 foyers étaient privés d'électricité, essentiellement en Picardie et en Normandie. Plus de 4 000 interventions cette nuit sur tout le territoire, avec 6 000 pompiers mobilisés. Une victime est à déplorer, une mère de famille tuée par la chute d'un arbre dans les Alpes-Maritimes. Ce matin, 200 000 foyers se sont réveillés sans courant et un peu partout en France, des arbres déracinés bloquant les routes, des caténaires arrachés aussi provoquant par exemple la paralysie d'un Thalys entre Bruxelles et Paris. Et les passagers ont été contraints de passer la nuit dans les rames. Plusieurs aéroports du pays ont aussi dû suspendre leur trafic cette nuit, comme ici à Beauvais. La vigilance orange, neige et verglas a été levée vers 11 h sur la moitié nord qui était toujours concernée ce matin. Toutefois, Météo France a placé plusieurs départements de France en alerte pour neige et vent violent. D'ailleurs, ce sont désormais 11 départements de l'Est qui sont placés en vigilance orange, neige et verglas. Le département de la Haute-Corse est en vigilance orange pour vent violent. C'est aussi l'autre événement de la journée. Thomas Pesquet a effectué sa première sortie dans l'espace. L'événement qui est attendu depuis 29 ans pour les astronautes français vous est raconté par Félix Roy et Bastien Bory. ISS, la Station Spatiale Internationale. À 450 km au-dessus de nos têtes, il est 12h45. Une écoutille s'ouvre. Thomas Pesquet, à droite, est le 4e Français de l'histoire à sortir et à flotter dans l'espace. Les sorties extravéhiculaires, comme disent les astronautes, sont des manœuvres extrêmement périlleuses. Thomas Pesquet doit remplacer les batteries des panneaux solaires qui alimentent la station. La combinaison pèse 150 kg et l'ISS est en orbite autour de la Terre à plus de 27 000 km/h. Les dangers sont omniprésents. Le fait de flotter dans l'espace à l'extérieur, c'est qu'on est au milieu du vide. Donc on a tendance à vouloir s'agripper très fortement à la poignée pour ne pas tomber parce que la Terre est en dessous. Et donc la chose très importante qu'on répète aux astronautes avant qu'ils sortent, ne te crispe pas, juste tu peux tenir entre le pouce et l'index. Sinon il consomme sa puissance musculaire et après pendant 10 minutes il ne peut plus travailler. Mais il y a 3 ans et demi, avec Luca Parmitano, un Européen, on a connu une panne totalement inattendue. C'est une fuite à l'intérieur du scaphandre de sa réserve d'eau. Il a failli se noyer dans son scaphandre. Thomas Pesquet est un profil atypique. Depuis le début de la mission Proxima, il n'a cessé de partager son quotidien particulier sur les réseaux sociaux. Et voilà, le burger de l'espace, rien que pour vous. Quand il reviendra, dans 4 mois, Thomas Pesquet aura fait 2730 fois le tour du globe. À l'heure où l'on parle, il flotte encore dans le vide sidéral, tel un nouveau satellite de la Terre. Hier, c'était aussi le premier débat de la primaire de la gauche, un débat avec 7 candidats. Que peut-on retenir, Marie-Carline ? Eh oui.
Eh bien oui, Jawad, si les favoris ne se sont pas démarqués, il y a eu pourtant quelques divergences sur la loi travail. Manuel Valls s'est dit fier de son bilan au sein du gouvernement. Benoît Hamon a quant à lui imposé l'idée du revenu universel dans la compétition. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette première confrontation avec Léa Bons. Les 7 candidats à la primaire de la gauche étaient d'abord invités à évaluer le quinquennat de François Hollande. Et mis à part Manuel Valls et Sylvia Pinel, ils n'ont pas eu des mots très tendres. Difficile à défendre. Contrasté, en demi-teinte. Mon sentiment le plus profond, c'est un sentiment d'inachevé. C'est le sentiment d'une profonde incompréhension. Fierté d'avoir servi les Français dans une période très difficile. Un bilan qu'il convient de porter parce que beaucoup de réformes pour redresser le pays ont été entreprises. Benoît Hamon et Arnaud Montebourg ont, eux, affirmé leur volonté d'abroger la loi travail. Elle n'a pas été discutée avec les organisations syndicales et elle n'a pas été discutée par le Parlement. Oui, il faut abroger la loi travail. Non sans énerver le principal intéressé. Abroger quoi? La négociation dans l'entreprise? Le compte pénibilité, parce qu'il y a des salariés qui travaillent dur et qui doivent pouvoir partir plus tôt à la retraite. Passe d'armes également sur la déchéance de nationalité qui continue de crisper la gauche. Cette vision, cette loi, cette idée, elle visait qui? Elle ne visait pas les enfants de la République en fonction des origines. Elle visait les terroristes d'abord. Moi aussi, comme nous tous, je suis Charlie. Et beaucoup de ceux qui auraient été directement concernés par la déchéance de nationalité étaient Charlie. Selon un sondage, Arnaud Montebourg a été jugé le plus convaincant, même s'il est talonné de peu par Manuel Valls et Benoît Hamon. Reste que le débat s'est avéré fastidieux pour une gauche à bout de souffle. Alors, nos équipes se sont rendues chez les partisans de Benoît Hamon et Manuel Valls. On a recueilli quelques témoignages de jeunes sympathisants. On vous propose de les écouter avec Marion Laouamène, Aurélie Payette et Guillaume Pédessac. Au cœur du 11e arrondissement, des citoyens convaincus. Le patron à gauche, c'est Manuel Valls. Les jeunes refusent le modèle ultralibéral, les propositions extrémistes de Marine Le Pen. C'est ce qui mobilise aujourd'hui. C'est comment on fait pour que la gauche gagne ces élections présidentielles. Là-dessus, je pense qu'il n'y a que Manuel Valls. Favori des sondages, Alain Juppé l'était aussi. À droite, les soutiens de Manuel Valls ne veulent pas vivre pareille désillusion. Il n'est pas impossible qu'il y ait un candidat au second tour qui soit assez inattendu. Je pense qu'il est possible qu'il y ait un deuxième tour, Benoît Hamon, Manuel Valls. Du côté des partisans de Benoît Hamon, justement, on vante les thèmes et la personnalité du candidat. La transition écologique, démocratique, le revenu universel, il réfléchit à la réflexion du travail, à tous ces sujets qui nous concernent directement. Je pense que ce qui peut séduire aussi, c'est son côté assez calme. Un candidat posé, donc, loin de l'homme providentiel que d'autres se veulent être. Moi, ça m'agace vraiment de penser que Emmanuel Macron va nous sauver, que Fillon va nous sauver. Ici, les jeunes n'attendent pas de sauveur, ils sont déjà convaincus d'avoir trouvé leur leader. À présent, direction le Mali où s'ouvre le 27e sommet Afrique-France. C'est le dernier rendez-vous du président François Hollande avec le continent africain. Son quinquennat a notamment été marqué par l'opération Serval qui avait pour objectif de lutter contre la menace djihadiste dans le nord du Mali. Retour en France cette fois-ci au chapitre justice, l'ouverture du procès en appel de la SNCF. La compagnie de transport est accusée d'avoir causé la mort de 2 supporters lillois en 2009. Les victimes avaient été fauchées par le RER alors qu'elles longeaient une voie ferrée. Marion Laouamène, vous êtes en direct depuis le palais de justice de Paris avec Bastien Bory. Une question se pose, qui de la SNCF ou des supporters ont manqué de vigilance ? Ce qui pose question dans ce procès, c'est la porte qu'ont franchi les supporters avant de se retrouver sur les rails du RER-B. Était-elle verrouillée ou non? Parce qu'en fait, ce qu'il s'est passé ce 7 mars 2009, c'est qu'en sortant du Stade de France, les supporters lillois ne peuvent pas emprunter la passerelle habituelle pour rejoindre leur bus. Ils décident alors de prendre un autre chemin et passent par cette porte qui mène sur les rails de la SNCF. Cet accès est normalement interdit, mais à l'époque, aucun panneau n'indiquait un éventuel danger. Une fois le long des rails, le groupe de supporters se fait happer par le RER-B et comme vous le rappeliez, 2 jeunes garçons ont perdu la vie. Ils étaient âgés de 10 et 18 ans et 11 autres personnes ont été blessées. À noter également, hier, les 4 premières mises en examen dans l'affaire du braquage de Kim Kardashian. Je vous rappelle que 9 millions d'euros de bijoux avaient été dérobés à la star des réseaux sociaux.
Les suites du scandale sur les conditions d'abattage des animaux, l'Assemblée nationale vient de voter l'obligation de la vidéosurveillance dans les abattoirs à partir du 1er janvier 2018. 960 établissements sont concernés. On voit ça avec Fanny Allard. Début 2016, l'association L124 diffusait ces images. Bêtes maltraitées, mal étourdies ou accrochées vivantes. Des images ayant secoué l'opinion et entraîné un plan gouvernemental en faveur du bien-être animal. Ce jeudi, contre toute attente, l'Assemblée nationale a voté l'obligation d'installer des caméras dans les abattoirs à compter de 2018. La proposition a été adoptée par 28 voix contre 4 dans un hémicycle dégarni. Ces caméras de surveillance ne seront toutefois installées qu'après une expérimentation. Une mesure souhaitée depuis longtemps par les radicaux de gauche et les associations de protection animale. Selon un sondage publié en octobre 2016, 85% des Français seraient favorables à la présence de caméras de surveillance dans les abattoirs. Et nous accueillons notre invité. Bonsoir Alexandre Jardin. Bonsoir. Vous êtes le fondateur du mouvement Bleu Blanc Zèbre, vous êtes un militant associatif et vous êtes candidat à la présidentielle 2017. Justement, concrètement, est-ce que vous avez suivi le débat de la primaire et quel candidat pour vous a été le plus convaincant? Ça m'a beaucoup inquiété, ce que j'ai vu, parce que j'ai vu des Parisiens qui parlaient entre Parisiens, entre technocrates, et la question des territoires était étrangement absente. C'est-à-dire que tous les gens qui regardaient ça, ils ne vivent pas dans une abstraction, ils vivent quelque part. Et c'est vrai que avec le mouvement Les Citoyens, on a décidé de porter une révolte territoriale. C'est-à-dire qu'on est convaincu que ce à quoi on a assisté hier, c'est une vision très centralisatrice. C'est-à-dire qu'on avait en face de nous des gens qui disaient « j'ai raison, je sais, on ne va pas co-construire, il faut voter pour moi parce que moi je sais », au lieu de co-construire avec les territoires, avec la population. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a fait très peur, c'est que les gens qui regardent ça se sentent totalement exclus de la décision. Vous avez des gens qui affirment « moi j'ai raison ». Mais l'intelligence aujourd'hui, elle est partout. Elle est dans l'ensemble de nos territoires, en Outre-mer comme en métropole. Les praticiens qui ont les solutions, ça vient d'en bas, ça vient de nous, et non pas de Paris. Justement, vous avez dénoncé, je cite, que c'est un cirque médiatique. Est-ce que c'est aux citoyens, et particulièrement aux candidats dits citoyens comme vous, de porter les programmes politiques? Oui, parce qu'on sait faire. C'est-à-dire qu'on rassemble ce qu'on appelle des faiseux. Et il y a plein de faiseux en Outre-mer. Vous en avez partout. En Outre-mer, par exemple, vous avez un modèle véritable pour la métropole, qui est le service militaire adapté. Ça marche bien. Ça obtient des résultats. Il y a énormément de jeunes qui trouvent du boulot comme ça. Mais qui sait le faire? Les praticiens, les gens qui le font. Et sur l'ensemble, en fait, des sujets, vous avez aujourd'hui une innovation qui part des territoires, des gens qui savent reclasser les chômeurs, qui savent régler les problèmes de mobilité des chômeurs, des gens qui savent exporter plus, des gens... Et donc nous, on a décidé de construire radicalement un changement de méthode. Partir des territoires, créer une démocratie citoyenne, c'est-à-dire se réapproprier la décision. De toute façon, à un moment ou à un autre, il faudra bien que ça arrive. Parce que c'est ce qui marche. C'est ce qui marche. Le centralisme Paris, la technocratie parisienne, ça ne marche pas, c'est fini. Bon, tout le monde le sait. Et face justement à des poids lourds comme les Républicains ou le Parti Socialiste, comment des candidats petits comme vous peuvent-ils peser dans cette présidentielle de 2017? Alors je vais vous rappeler ce que c'est qu'un poids lourd. Aux dernières élections régionales, vous savez quel est le pourcentage de Français qui ont voté pour les Républicains ou les socialistes? Oh, dites-le nous. Ben, c'est 10% pour les socialistes et les Républicains 11%. Donc il y a une différence colossale entre ce que vous voyez dans la plupart des médias. Vous avez l'impression que c'est colossal, mais dans la réalité, chiffré, c'est 10% des adultes en âge de voter. Ce qui veut dire que leur base est en train de se rétrécir. Et comme je ne veux pas qu'il y ait une révolte qui profite aux extrêmes, on a décidé de monter une révolte positive.
Voilà. À partir des gens altruistes, bienveillants, faiseux, c'est-à-dire sérieux. C'est-à-dire que tout ce que nous allons proposer, on le propose de manière collaborative. Vous pouvez venir sur lescitoyens1.fr et venir en disant, dans mon territoire, voilà ce qu'on sait faire. Voilà, on maîtrise tel sujet, on est crédible parce qu'on obtient des résultats. Donc on mutualise nos solutions, on va construire des grands programmes citoyens, mais ou bien vous venez avec des solutions, et vous êtes un marchand de solutions, ou bien vous proposez ce que nous proposons, c'est un changement de méthode. C'est-à-dire qu'on change les systèmes pour que les gens qui ont les solutions puissent les mettre en œuvre. Et c'est au niveau des territoires. D'accord. Mais justement, au niveau des territoires, mais comment vous faites pour fédérer au niveau national? Parce que la présidentielle, c'est quand même un enjeu national. Alors, on a monté un premier mouvement, vous allez voir sur Facebook, qui s'appelle la Maison des Citoyens. Aujourd'hui, la semaine dernière, il y avait encore 2 millions de gens qui venaient sur nos réseaux. On a créé plus de 200 maisons des citoyens. Il y en a une extraordinaire à la Guadeloupe qui est un modèle pour nous parce qu'ils ont été beaucoup plus rapidement, ils ont pris des responsabilités beaucoup plus rapides, donc on les a beaucoup suivis. Et ces 200 maisons des citoyens, en ce moment, sont en pleine ébullition, vont voir les maires pour trouver les parrains. Donc, pour trouver des parrains, qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes un grand candidat, vous allez chercher en général beaucoup d'argent dans des petits déjeuners avec des gens qui ont des sous. Vous pensez à Macron, là, je pense à Macron, mais à tous les autres. Bon. Macron, évidemment, puisque son budget est connu de l'ordre de 20 millions. Vous imaginez bien que ce n'est pas les classes populaires qui ont apporté les 20 millions. Bon, donc, ou bien vous êtes dans cette logique-là, ou bien vous dites, c'est aux citoyens d'aller voir son maire, donnez-nous des signatures pour qu'on bascule, pour qu'on complète la démocratie représentative par une démocratie citoyenne, avec des systèmes référendaires, des systèmes également... la démocratie citoyenne, il faut qu'on puisse, en tant que consommateur, aujourd'hui vous achetez un produit, vous ne savez pas si ce produit crée de l'emploi ou le détruit. Vous ne savez pas si ça a un impact favorable ou pas sur la planète. Le consommateur a un pouvoir gigantesque. Je vais vous prendre un exemple tout bête. On a énormément soutenu la marque du consommateur. Ce sont des produits laitiers. Ça marche. Oui. On est en train de sauver, on est en train de passer de 80 exploitations à 800 exploitations laitières, par la force du citoyen. C'est important pour vous, justement, en lançant la brique de lait à Bruno Le Maire sur le plateau d'émissions politiques, justement de mettre en avant les initiatives des citoyens, c'est bien ça? Les initiatives efficaces, qui marchent. Effectivement, c'est pour ça que j'ai balancé une brique de lait. Parce que ça fait 30 ans qu'il y a des énarques qui essayent de régler la question du prix du lait, qu'on n'y arrive pas. Alors que tout à coup, il y a des citoyens qui disent... On est prêt, ce sont des communautés sur Internet de consommateurs qui ont dit on est prêt à payer 9 centimes de plus pour permettre aux exploitations laitières de vivre. C'est-à-dire 4 € par an. Et là, il y a eu, vous savez combien de briques de lait? Ils ont vendu 3,5 millions. C'est une révolution portée par le citoyen qui est acteur. On veut une population d'acteurs, quoi. C'est-à-dire, en gros, quelque chose de joyeux. Et in fine, on va gagner. Tout simplement parce que dans la vie, c'est le plus vivant qui embarque la fille. Je veux dire, mais parce qu'il y a une joie à être acteur. Il y a une joie. Et qu'il y a quelque chose de désespérant à être devant sa télé hier en se disant ces gens veulent penser à ma place. Je veux dire, on a tous intérêt à vivre une vraie renaissance. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Alexandre Jardin, d'être sur notre plateau. Merci. Merci. À noter que le deuxième débat de la primaire de la gauche sera à suivre ce dimanche à 18h. Toujours à Paris, la vignette anti-pollution Crit'Air sera mise en place lundi prochain. Désormais, tous les véhicules circulant dans la capitale devront se munir de cette pastille de couleur qui indique le degré d'émission de pollution. L'objectif, améliorer la qualité d'air dans les rues parisiennes. Un décryptage de Léa Bons. La vignette Crit'Air, la voilà. Elle est déjà utilisée dans plusieurs villes, notamment à Lyon et Grenoble. Mais c'est à Paris qu'elle sera la plus contraignante. Que vous circuliez en voiture, 2 roues, 3 roues, camion ou autocar, dès le 16 janvier, elle sera obligatoire. Sans cette pastille, il sera interdit de circuler dans la capitale,
hors périphérique du lundi au vendredi de 8h à 20h toute l'année. Lors des pics de pollution, ces vignettes pourront permettre à l'Île-de-France et aux agglomérations lyonnaises et grenobloises d'autoriser seulement les véhicules les plus propres. Une mesure jugée plus efficace que la circulation alternée selon le type de plaque d'immatriculation, impair ou pair. En fait, l'objectif de cette vignette, c'est de classer les véhicules en fonction de leur âge et de leur motorisation. Il existe 6 couleurs différentes, du vert pour les véhicules 100% électriques au gris pour les diesels les plus anciens et donc les plus polluants. Par exemple, une voiture diesel de 2004 aura le droit à une pastille grise, jaune pour une diesel de 2016 et une voiture essence achetée la même année aura une pastille violette. Plus d'1 million de personnes ont déjà commandé leur vignette. Pour l'obtenir, c'est simple, il suffit de se rendre sur le site certificat-r.gouv.fr, de remplir un formulaire à l'aide de votre carte grise et de payer 4,18 €. Une fois reçue, n'oubliez pas de la coller sur votre pare-brise. À partir du 16 janvier, si vous êtes contrôlé à Paris sans votre pastille, vous risquez une amende de 68 € et jusqu'à 135 € pour les camions et les autocars. C'est une date qui est censée porter malheur. Pourtant, ce vendredi 13, de nombreux Français tenteront de décrocher les 13 millions d'euros du Super Loto. Alors, face à la concurrence des jeux d'argent en ligne, les traditionnels lotos et autres jeux à gratter séduisent-ils encore? Élément de réponse à Paris avec Andrea Le Bourgeois et Alexia Ferré. Alors aujourd'hui c'est vendredi 13 madame, hein. Il y a une super cagnotte à 13 millions ce soir. Hein. Je gagne. C'est une journée jackpot pour les parieurs, mais surtout pour la Française des Jeux. Un large choix de jeux de hasard s'offre aux joueurs. Alors, superstition ou non? Je suis venu prendre un café, je me suis rendu compte que c'était vendredi 13 et je me suis dit que j'allais jouer au loto. Je ne sais pas si on peut dire superstitieux, je vais plutôt dire que je crois en ma chance. L'espoir fait vivre les imbéciles, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Les grilles se remplissent et pour les buralistes, c'est une aubaine. Ah oui, c'est une journée assez, on va dire, mouvementée avec un flux de personnes supplémentaires. Donc oui, moi je pense à peu près un tiers de plus en clientèle. C'est important? Oui, c'est important, oui. Le vendredi 13, c'est un véritable phénomène de société. 6 millions de personnes vont tenter leur chance contre 2 à 3 millions habituellement. Et un petit mot de sport, Jawad. Oui, alors c'est un record pour Zinedine Zidane, un record historique. On va le voir sur ces images. C'est un 40e match sans défaite consécutive pour l'entraîneur français. C'était hier soir face au FC Séville. Alors c'est l'attaquant français Karim Benzema qui a égalisé dans les toutes dernières minutes du match 3-3. Le Real Madrid bat ainsi un record détenu par les rivaux du FC Barcelone. Et puis un petit mot de handball, Marie-Carline. L'équipe de France affronte le Japon pour le deuxième match des mondiales. C'est à suivre, c'est à Nantes et à 17h45, dans quelques minutes. Waouh. Allez, et c'est maintenant l'heure de notre feuilleton Retour vers le futur. Et oui, c'est déjà le dernier épisode. Nos chasseuses de tendance Irina Fourni et Nastasia Passaris ont cette fois-ci rencontré les inconditionnels du téléphone dit de première génération. Alors on coupe nos sonneries de smartphone pour redonner vie à quelques instants à nos bons vieux 3310 et autres GSM. Les mobiles première génération font de plus en plus d'adeptes. Pour la batterie, pour le Snake que j'aimais beaucoup et pour le fait de la simplicité. Je peux me passer d'un smartphone et d'ailleurs j'ai d'anciens téléphones comme les 8210, 8310, les anciens en fait. Une tendance qui a déjà son marché, ici on en trouve à tous les prix et de toutes les couleurs. L'idée de revendre les téléphones première génération m'est venue suite à une expérience en magasin. Il y a eu beaucoup de demandes sur des modèles qui n'étaient plus fabriqués, et donc je me suis dit que ça serait intéressant de créer un site pour pouvoir mettre ces modèles à disposition. Vérifiés et reconditionnés, ils seront ensuite expédiés aux 4 coins du monde. On remonte le fil du temps de quelques décennies. Ici, la tendance part d'une démarche plus personnelle. La philosophie, c'est un petit peu de se réapproprier au quotidien un objet du passé, et pas seulement pour faire joli, mais dans l'usage qu'on en avait à l'époque. Donc ça permet aussi de se reconnecter en fait à des sensations qu'on avait avant, des souvenirs qu'on pouvait avoir, parce que les téléphones, c'est des objets qui faisaient partie du quotidien. Puis ça nous rappelle des souvenirs, ça nous rappelle notre enfance.
Vieux de 80 ans, ces téléphones n'ont pas dit leur dernier mot. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par les équipes de Tiffaine Pocolandel et Solène Rioux. On se retrouve demain avec Marie-Carline pour un nouveau journal. Tout de suite, la météo avec Erina Fourny. Excellente soirée à tous. Bonsoir à tous. Au lendemain de la tempête Egon qui a balayé donc le nord de la France, 11 départements sont toujours en vigilance orange, neige et verglas. Cette fois-ci, ce sont les départements du quart nord-est. Et tout de suite, vous allez comprendre pourquoi. Alors, à peine arrivée du nord-ouest, cette dépression a été chassée vers l'Allemagne et a ramené avec elle cette descente, cette vague de vent froid qui va nous accompagner tout ce week-end. Alors, conséquence de faibles chutes de neige de l'est jusqu'aux plaines, mais également dans le massif central au relief à l'est. Du côté des Pyrénées, maintenant on attend beaucoup de neige et sur le bassin méditerranéen, cette fois-ci, le soleil sera très généreux, mais au détriment d'un vent très violent. Regardez maintenant les températures. Alors elles restent très fraîches avec des gelées matinales, pratiquement partout, à part sur le long des côtes. Pardon, voilà, ils sont ici. Maintenant, donc, ces températures, elles sont en dessous des normales de saison. On relève donc -1 à Lille et à Strasbourg, 0 degrés à Paris ainsi que 4 degrés à Biarritz. La suite pour la journée de samedi, eh bien, c'est un mélange d'humidité et de chute de neige. Seule exception, la partie sud dont les éclaircies dominent. Je vous l'ai dit, donc le temps va se dégrader au fur et à mesure de la journée, des côtes atlantiques vers le bassin parisien, avec de nombreuses averses. À prévoir même quelques chutes de neige, donc des Ardennes au Jura. Pour les températures, cet après-midi, donc samedi après-midi, on attend donc 9 degrés sur la pointe bretonne ainsi qu'en Corse. Le maximum à Nice, 10 degrés. Et ensuite, pour finir, eh bien, Lyon, 3 degrés. Voilà, c'est la fin de ce bulletin météo. Demain, on célébrera les Nina. Pour l'instant, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt.